comme la gérante a su que je m'occupais d'aide à l'arrêt du tabac, elle m'a fait une remise de 10%. Donc j'ai payé en fait 60 € au lieu de 70 €. Donc voilà mon conflit d'intérêts. Alors je ne l'utilise pas parce que je ne vapote pas et je ne fume pas. Je l'utilise pour du lobbying et pour des cours de tabacologie. Voilà. Donc je vais vous parler un petit peu de la situation en Belgique, qui évolue encore actuellement. Et peut-être une petite idée, parce qu'on n'a pas beaucoup de données en Belgique, on en a même très peu, sur le nombre de vapoteurs qu'il y a en Belgique. Il semblerait augmenter très nettement entre 2014 et 2015, avec un retard énorme que la Belgique a pris, parce qu'un Conseil supérieur de la santé, il y a 3 ans, dont je me suis retiré parce que la conclusion était qu'il fallait acheter la cigarette électronique avec nicotine dans les pharmacies. Or, il n'y avait pas de cigarette électronique dans les pharmacies. Donc, j'ai refusé de signer ce rapport. Mais on m'a quand même réinvité pour le conseil supérieur suivant, celui dont je vais vous parler. Alors, au niveau des enquêtes, on sait très peu de choses sur les jeunes, notamment par une seule enquête qui est l'Observatoire de santé de Luxembourg et qui a été publiée en mai 2015. C'est une enquête qui se répète tous les 5 ans, mais c'était pour la première fois qu'on interrogeait les gens sur la cigarette électronique. Alors il y avait 33% de gens qui avaient expérimenté la e-cigarette, dont 14,9% de non-fumeurs. Parmi ces expérimentateurs, 79% pour essayer et déjà 6,2% pour arrêter. En comparaison, on savait que 40% avaient essayé la chicha et 20% avaient essayé le cannabis. Et sur ces 20%, plus de 40% continuent. Donc apparemment, le cannabis fait plus d'adeptes que la cigarette électronique. Malheureusement, nous n'avions pas de données sur les utilisateurs réguliers. C'était simplement des expérimentateurs. Et on sait que les jeunes essayent tout ce qui sort. Ça n'a donc pas beaucoup de signification. Alors, les enquêtes sur les utilisateurs, 1% de fumeurs utilisent la e-cigarette en 2014, 1,5% en 2015. Moi, j'ai fait une observation personnelle. En février 2014, là où j'ai acheté cette cigarette électronique, il y avait un magasin. La loi était respectée, on vous donnait la nicotine, mais seulement sur Internet. On vous donnait le device, mais pour avoir la nicotine, on vous donnait l'adresse Internet. Et puis petit à petit, on trouve de la nicotine partout. Et maintenant, il y a 8 magasins dans la région, dont 3 dans les plus grands centres commerciaux, avec des magasins qui sont assez spécialisés. Les liquides nicotinés sont vendus sur place, malgré l'interdiction qui courait toujours à ce moment-là. Le 22 octobre 2015, suite au rapport du Conseil supérieur de la santé, la ministre fait un rapport qui paraissait très favorable aux demandes des vapoteurs, puisqu'elle manifestait un intérêt pour la cigarette électronique comme moyen d'arrêter de fumer. Alors les questions de la ministre dans ce rapport, c'était quelles étaient les exigences de qualité auxquelles la e-cigarette doit satisfaire, quels sont les effets nocifs peuvent être mis en balance avec les effets nocifs des cigarettes, donc des questions très classiques. Pour les fumeurs de tabac qui utilisent des e-cigarettes contenant de la nicotine, la question se pose de savoir si elle les aide à moins fumer, voire arrêter de fumer. C'était fondamental. Existe-t-il un danger supplémentaire si la e-cigarette et la cigarette classique sont utilisées simultanément? La cigarette sans nicotine peut-elle aider les fumeurs de tabac dans leur dernière phase de l'arrêt du tabac, ce qui est une question un peu plus compliquée. Pour les non-fumeurs, question classique, existe-t-il un risque que les non-fumeurs soient incités à utiliser des cigarettes contenant de la nicotine? Existe-t-il un risque que des non-fumeurs utilisent plus facilement des cigarettes sans nicotine et de là passent aux cigarettes électroniques contenant de la nicotine, puis de là au tabac? Toutes les questions classiques qui ont déjà été abordées ce matin. Alors, je ne vous donne pas le détail du rapport, mais c'est un rapport de 80 pages et je ne vais pas vous donner le détail des questions puisque ce rapport voulait répondre aux questions de la ministre. Ce qui est très important, c'est les premières remarques préalables de ce rapport. Je crois que c'est un vocable, une phrase très importante. En termes de santé publique, réduire la dépendance à la nicotine est secondaire à l'objectif principal, à savoir éliminer le tabagisme. Ce qui, évidemment, sépare déjà les conflits actuels entre spécialistes de la santé publique qui ne voient pas de malades et les médecins qui, comme moi, voient des malades en train de mourir de leur tabagisme.
Alors la réponse aux questions, exigence de qualité, les propriétés toxiques des arômes, colorants et saveurs n'ont pas été suffisamment évaluées, tout le monde l'a dit ce matin. Il y a des travaux en cours au CEN, donc suite aux travaux de l'AFNOR et aux travaux qui ont été menés également en Grande-Bretagne, il y a maintenant un groupe qui va déterminer les standards européens, mais ce groupe, à mon avis, va rendre son rapport dans 1 an au plus rapidement possible, je crois, si on est optimiste. Alors, les effets nocifs, est-ce que les vapoteurs sont moins exposés aux toxiques que le fumeur? Pas d'études de longue durée, ça a déjà été dit ce matin. Vapotage déconseillé chez la femme enceinte. 2 études se déroulent en Angleterre sur les effets du vapotage chez les femmes qu'on n'a pas incité à utiliser des cigarettes électroniques, mais qui en utilisent quand même. Donc les études sont en cours, on aura probablement des réponses d'ici 2 ou 3 ans. Y a-t-il des risques aigus de toxicité avec les e-liquides si on utilise ces e-liquides de façon incorrecte ou s'il y a des accidents d'ingestion ou d'inhalation? Alors, en fin 2015, la directive européenne concerne exclusivement les e-cigarettes contenant de la nicotine. Je remarquerai tout à l'heure parce que c'est un peu comique. Finalement, la position 2, c'était assimiler la e-cigarette à un produit de consommation courante, ce qui était en divergence totale avec l'avis antérieur du Conseil supérieur qui disait non, c'est un produit pharmaceutique, il faut l'acheter dans une pharmacie, mais on n'en trouve pas. Alors, une teneur en nicotine maximale ainsi qu'une quantité de nicotine maximale dans chaque e-cigarette. Vous connaissez tous la directive européenne, donc 20 mg par ml et 2 ml dans les réservoirs. Bertrand nous dit qu'il y a, par une petite subtilité, la limite de 2 ml ne s'appliquerait plus désormais qu'aux cigarettes électroniques pré-remplies et que les tanks pourraient devenir plus volumineux. Alors, mise en œuvre d'un mécanisme évitant les fuites de liquide contenant de la nicotine, c'est un grand classique. On sait aussi que les cigarettes électroniques ne doivent pas se casser quand elles tombent. Il faut des avertissements sanitaires spécifiques sur les emballages et on doit interdire la publicité de certains types de publicité pour ces produits. Alors on en arrive à ce fameux arrêté royal du 15 février 2016 qui confirme l'option produit de consommation courante, qui transpose in extenso la TPD version 2, volume des flacons de recharge 10 ml, bouchon de sécurité des réservoirs cartouches 2 ml et nicotine 20 mg. Interdiction de vente à distance et de l'achat à distance. Alors 6 mois pour notifier les produits déjà sur le marché. Alors là, ce qui a fait hurler les importateurs, distributeurs et fabricants, 4 000 € par nouveau produit. Nouveau produit signifie le moins de changements dans les liquides, le moins de changements dans l'électronique, le moins de changements dans l'apparence extérieure, etc. Donc ça a fait hurler les fabricants belges qui ont déposé une requête et un recours au Conseil constitutionnel. Je vais y revenir. On demande également une liste des ingrédients et teneurs de chaque composant. On peut se poser la question de savoir si on demande ça aux cigarettiers. Les données toxicologiques des composants, donc on demande aux fabricants de cigarettes électroniques de faire des études de toxicologie ou du moins de les fournir. Garantir que la dose de nicotine inhalée est la même à chaque bouffée, ce qui est totalement absurde. Collecte d'informations sur les effets indésirables, donc on demande de nouveau aux fabricants de faire de la pharmacovigilance. Notice d'utilisation des produits, ça peut se justifier. Un avertissement, la nicotine crée une forte dépendance. Son utilisation n'est pas recommandée chez les non-fumeurs, ce qui a été dit abondamment ce matin. Alors, ce qui est un peu curieux dans cet arrêté royal, c'est qu'il reproduit la directive européenne. Dans la définition, qui est la première phrase de l'arrêté, est une cigarette électronique un produit dont on décrit la technicité qui permet de la consommation de vapeur contenant de la nicotine. Donc si je lis cette législation de façon précise, une e-cigarette sans nicotine n'est pas une cigarette électronique. Ce qui évidemment est une absurdité totale, puisqu'on sait que maintenant on peut acheter des flacons de 100 ml de nicotine pure et on peut faire son bidouillage soi-même, acheter une cigarette électronique sans nicotine, mettre un liquide sans nicotine et mettre une goutte de nicotine pure dedans si on veut, 2 gouttes, 3 gouttes, 10 gouttes, je ne sais pas combien. Alors, si déjà sur le marché le vin du 5-16, notification avant 6 mois, on ne savait pas très bien si les notifications à 4 000 € concernaient des projets déjà sur le marché, mais il semble que oui. Et cette redevance, évidemment, c'est quelque chose qui a été terriblement contesté. Information sur les préférences des groupes de consommateurs. Donc il fallait que les fabricants donnent des préférences des consommateurs sur les différents types de cigarettes électroniques, avec nicotine, sans nicotine, avec quelle dose, etc.
Est-ce qu'on demande aux cigarettiers de dénombrer les fumeurs de cannabis, de cigares, de pipe ou de chicha quand ils n'utilisent pas la cigarette? Je n'en sais rien. Mise en place d'un système de collecte sur les effets indésirables de ces produits santé. Donc je reviens au problème de pharmacovigilance. Est-ce qu'on a imposé la pharmacovigilance aux cigarettiers? Je ne crois pas. Les cigarettes électroniques diffusent des doses de nicotine de manière courante dans les conditions d'utilisation normale. Va-t-on imposer la longueur de l'inhalation, sa profondeur et le temps de rétention pulmonaire? Donc législation complètement absurde. Alors, comme je le disais, un recours a été déposé au Conseil d'État par 2 fabricants importateurs en raison de cette fameuse taxe qu'ils considéraient, avec leurs avocats, comme discriminatoire par rapport aux taxes imposées aux fabricants de cigarettes qui se montent seulement à 125 €. Donc, heureusement, dans un réquisitoire dont j'ai vu le texte intégral qui est disponible sur Internet, c'est 48 pages de délibéré, le Conseil d'État a suspendu l'arrêté royal, ça a été publié le 20 avril, et en effet, le Conseil constitutionnel a considéré que la taxe était discriminatoire et disproportionnée. Donc voilà, je me suis informé auprès d'un excellent administratif qui travaille à la santé publique et que je connais bien, et qui m'a dit par un mail officieux que le nouveau texte avait été adapté en tenant compte de l'avis du Conseil constitutionnel. La nouvelle version ne sera publiée malheureusement qu'en juin-juillet, donc en attendant, l'arrêté royal est suspendu. Néanmoins, il m'a affirmé qu'on ne remettait pas en question la tolérance à l'égard de la nicotine. Donc tout ça, c'est extravagant, je ne reviens pas là-dessus. Alors, quelle est l'attitude? Plus intéressant encore pour vous que la réglementation, qui va donc être modifiée, mais je ne sais pas comment. Je suppose qu'on va réduire cette fameuse taxe. L'autre option est évidemment de taxer les e-liquides comme on taxe les cigarettes, ce qui, à mon avis, ne saurait tarder un jour ou l'autre. Enfin, c'est un autre problème. Alors, quelle est l'attitude des centres et des fumeurs? Parce que chez nous, au moins dans la partie francophone de la Belgique, les institutions spécialisées s'appellent les CAF, Centres d'aide aux fumeurs. Si j'en crois certaines études économiques par des sociétés américaines qui sont très attentives au développement de l'économie, certaines prédisent que d'ici 20 ou 30 ans, il n'y aura plus de fumeurs de cigarettes, il n'y aura que des vapoteurs. Donc les cigarettiers ont une raison de s'en faire. Bon, nous, dans nos CAF, on fait la même chose que les Stop Smoking Service de Grande-Bretagne. Et de plus en plus, les tabacologues formés chez nous ont intégré la e-cigarette dans leur pratique quotidienne, après échec des traitements validés ou absence de motivation persistante. Il faut dire que même souvent, on n'a pas le choix. On n'a pas encore essayé tous les moyens validés. Les gens viennent déjà avec leur cigarette électronique. Donc notre mission, c'est de leur demander qu'ils nous la montrent, de voir si elle est de bonne qualité et si elle peut leur rendre vraiment service. Alors bien entendu, nous, dans les cours de tabacologie, on donne des cours très précis sur l'importance pour les médecins, tabacologues, infirmières, tous les personnels de santé qui sont impliqués dans l'aide à l'arrêt du tabac, de bien connaître la e-cigarette, parce que ce n'est pas si facile. Il y a beaucoup de marques différentes, beaucoup de qualités différentes. Il faut contacter les associations de vapoteurs, c'est ce que nous leur demandons de faire, de se rendre dans les magasins spécialisés qui connaissent très bien les produits qu'ils vendent, et bien entendu en suivant la littérature. Ça leur permettra évidemment d'aider les patients à faire de bons choix techniques. Alors les contacts entre les centres d'aide aux fumeurs doivent être particulièrement stimulés, je dirais, je m'adresse à vous, vapoteurs, chez ceux qui sont des dual users, donc qui continuent à fumer en vapotant, parce que c'est un échec de l'arrêt du tabac. On a beaucoup évoqué la réduction tabagique. Moi, je suis pneumologue. Je peux vous dire que dans la Lung Health Study, qui a porté sur 14 ans de suivi de fumeurs atteints de bronchite chronique, il faut une réduction de plus de 85% du nombre de cigarettes fumées pour obtenir un effet sur la santé au niveau respiratoire. Au niveau cardiaque, je ne sais pas. On a déjà évoqué le problème de la réduction dans l'exposé du cardiologue tout à l'heure. Donc, c'est un échec. Quand on continue à fumer et qu'on vapote, c'est loupé. Donc, il faudra aussi aider les vapoteurs à arrêter de vapoter, parce que vapoter, ce n'est pas la santé. Les poumons sont faits pour respirer de l'air et pas de la vapeur. Même si elle est 20 fois moins dangereuse que la cigarette, le mieux, c'est de respirer de l'air. Voilà les positions que nous avons en tant que médecins et tabacologues. Et voilà simplement une petite affiche des Stop Smoking Service anglais, du moins d'un d'entre eux. Je vous laisse lire ce qui est en dessous de la diapo. Nous sommes également très amicaux
à l'égard des vapoteurs, et bien que nous ne puissions pas leur fournir des cigarettes électroniques, nous leur donnerons le soutien comportemental qui permettra d'obtenir un beaucoup plus grand nombre de succès dans l'arrêt tabagique et du vapotage aussi. Donc je pense que nos CAF, nos centres d'aide aux fumeurs, deviendront dans 20 ans, mais je serai mort, des centres d'aide aux vapoteurs, donc des caves. Merci de votre attention. Par rapport à l'usage... Voilà, ça y est, pas trop fort. Alors, il est vrai que le risque ne sera pas tellement réduit si les personnes continuent à fumer, mais par analogie, alors il est vrai aussi qu'on n'a pas les données à long terme qui permettraient de savoir si ces usagers doubles finalement arrêtent ou pas de fumer, mais par analogie, on pourrait comparer avec ce qui se passe avec les substituts nicotiniques qui, quand ils sont donnés à des fumeurs n'ayant pas l'intention d'arrêter, augmentent tout de même les chances d'arrêter de fumer après quelque temps. Il y a une méta-analyse de Paul Lévillard sur ce thème-là. Est-ce que ça ne pourrait pas nous rassurer ? Oui, donc c'est vrai qu'il y a des articles de la littérature qui montrent que les dual users sont quand même des gens qui sont plus orientés dans le futur vers l'arrêt. Ça peut être considéré comme une première phase, mais je maintiens que c'est un échec. Tant mieux si cet échec se transforme en réussite par la suite, mais je crois qu'il faut aussi les aider à faire la transformation. Et je pense que si on prend la cigarette électronique comme un substitut nicotinique, il n'y a aucun médicament pour l'arrêt du tabac qui fonctionne bien sans aide comportementale. Alors, on revient à l'exposé de notre ami Lowenstein. Est-ce que c'est une aide comportementale qui doit être faite par les pairs, ou bien par des spécialistes, ou bien les deux ? Donc là, la question reste ouverte et je pense que les vapoteurs eux-mêmes doivent convaincre leurs amis vapoteurs qu'être un dual user, ce n'est pas une bonne idée et qu'il vaut mieux substituer complètement. Et plus tard, si on peut, réduire progressivement la nicotine et éliminer finalement la vape. Dans la dernière diapo, vous disiez que respirer de la vapeur d'eau, ça allait, mais respirer de la vapeur, ça pouvait poser problème. À quoi pensez-vous ? On pense aux microparticules notamment parce que malgré tout, quand il y a dans la vapeur produite par les e-cigarettes, il n'y a pas que de la vapeur de propylène glycol et de glycérol, il y a des particules métalliques, il y a différentes choses qui sont en très fines. Donc les très fines particules, ultra fine particles, peuvent être toxiques à la fois pour les poumons et pour la circulation, pour le cœur. Donc il y a des microparticules dans la vapeur, c'est pas simplement de la vapeur d'eau, ou un dérivé de la vapeur d'eau. Bon, Jacques Louezec n'est pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Tu te trompes, Pierre, parce que ce qui a été montré et qui a été présenté de façon très maladroite, c'est que les particules de la vapeur de cigarette électronique sont en gros du même diamètre que les particules de la fumée de tabac. Par contre, la nature des particules n'est pas du tout la même. Ce ne sont pas des particules solides, c'est uniquement finalement des gouttes de propylène glycol et de glycérine avec nicotine, arôme. Des traces de métaux et d'autres. Les traces de métaux, c'est tout à fait autre chose. C'est des choses qui font référence à des cigarettes électroniques de toute première génération, avec des articles effectivement où on avait des choses. Où la résistance sera ne sera plus métallique, ça c'est certain, mais bon, ça va changer. Les articles qu'on a les plus récents, c'est sur la taille des particules, sauf que la taille des particules ne fait pas le tout, c'est surtout la composition qui est importante. Et la qualité des particules, tout à fait d'accord. Dans cette sous-question, le glycérol est un composé huileux? Non, ça c'est une grave erreur d'une publication espagnole. Non, le glycérol est un alcool, ce n'est pas du tout un lipide. Donc ça, c'est une publication lamentable qui a été faite en Espagne, où on a imputé une pneumopathie lipidique à la cigarette électronique, alors qu'il n'y a pas de lipides dans le glycérol. Donc ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la chimie élémentaire de première année. Bonjour. J'avais une petite question pareille concernant la vapeur d'eau. Est-ce qu'il y a des études qui s'intéressent aux effets en fait de la vapeur pour les gens qui ne vapotent pas? La vapeur d'eau. Enfin, la vapeur qui est comment dire dégagée par quelqu'un qui vapote. Bon,
Vapotage passif, je pense que Voilà. là, on est tous d'accord pour dire que le risque d'exposition environnementale à côté du vapotage, c'est vraiment quelque chose de négligeable. Ça, je crois qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord. Et je pense que toutes les législations qui restreignent le vapotage en public, c'est plutôt pour la paix des braves que pour des raisons environnementales. C'est vrai que par ailleurs, on voit des situations lamentables dans certains hôpitaux, du moins en Belgique, je suppose que c'est la même chose en France. On ne peut plus fumer dans l'hôpital, donc il y a des espèces d'arrêts de bus dans lesquels on peut aller fumer, et on envoie les vapoteurs vapoter à côté de ceux qui fument dans l'arrêt de bus. Là, c'est vraiment idiot. Donc je mets en garde contre ce genre de législation dans les hôpitaux. Idem dans les hôpitaux psychiatriques, où c'est encore plus important. Et si je peux rajouter une chose, il faut toujours tout noter que le danger du tabagisme passif vient de la fumée secondaire. Tout à fait. Et tout à fait. plus que qui de est plus la... toxique que la primaire. Voilà, tout à fait. qui est plus toxique que la primaire. Or, il n'y en a pas dans la vape. Non. Par contre, je vous félicite. Il n'y a personne qui m'a dit « Et la pollution, docteur ?» C'est très bien. Parce que l'air n'est pas toujours pur chez nous. Hein. Merci Pierre Barthes. Merci.